Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thibaut Prébet est avec nous ce soir, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Vincent Lecartier de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toi. Vous êtes gérant responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Je voulais qu'on débute l'émission avec... Alors, je sais que c'est un débat enragé pour l'avoir mené déjà il y a quelques années, le débat de l'inversion de la courbe des taux et surtout, quel signal une courbe de taux inversée envoie-t-elle au marché, aux investisseurs. Les rendements obligataires remontent donc aux États-Unis, notamment, si on prend la courbe de référence, et avec ce phénomène d'aplatissement de la courbe qui conduit fatalement à un moment à avoir des taux de 2 ans à 30 ans qui sont à peu près équivalents, ce qui est le cas aujourd'hui avec des phénomènes d'inversion qu'on peut mesurer au bips près, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 30 ans, etc. Est-ce que c'est un signal qui compte ? Ou est-ce que c'est un signal qui ne compte pas quand on bâtit des stratégies d'investissement, cette inversion de la courbe des taux, Vincent? Historiquement, c'est un indicateur qui a pas mal fonctionné, c'est-à-dire que dans les 6 mois à 2 ans qui suivent, généralement, il y a effectivement une récession qui se présente. Alors, récession, il faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une récession technique, autrement dit un PIB qui baissote pendant 1 ou 2 trimestres, et puis voilà, ou est-ce qu'on a véritablement une crise profonde qui se met en place? Deuxième point, 80% de la dette américaine est calée sur le 0 à 10 ans. Il n'y a que 20% qui est concerné par les échéances lointaines. Et les échéances lointaines, par définition, ce sont des assureurs qui les portent. Et ils ne traitent pas ces échéances. Une fois qu'ils les ont achetées, ils les gardent, ils les stockent. Autrement dit, il n'y a pas de véritable volatilité, ou en tout cas très très faible, sur les échéances lointaines. Donc pour moi déjà, l'indicateur lointain, il est complètement faussé. Donc si on regarde quelque chose, il faut se concentrer bel et bien sur les 10 premières années de cotation des obligations. On est dans une circonstance qui, pour moi, est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que la Covid a provoqué un déphasage complet du cycle économique. On ne pouvait plus consommer des services, on s'est reporté sur les biens industriels. Ça a provoqué des pénuries graves, donc de l'inflation. Donc derrière, effectivement, les banques centrales étaient probablement un petit peu en retrait, mais ne voulaient pas intervenir parce que la crise sanitaire les en empêchait. Cas de force majeure. Voilà. S'ajoute à ça la guerre en Ukraine, qui rajoute une couche énorme de surcroît d'inflation. Donc effectivement, là, les banques centrales n'ont plus le choix, avec des niveaux d'inflation aussi puissants que ce qu'on a aujourd'hui. Elles doivent, au minimum par la parole, faire quelque chose, à défaut d'agir. Donc elle commence à agir pour la Fed, et effectivement, voilà, on commence à avoir un petit peu de hausse de taux aux États-Unis, et on arrête surtout d'injecter des capitaux, ce qui était pour moi la plus grande des aberrations. Est-ce que l'inversion de la courbe des taux présage d'une récession à venir aux États-Unis? Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. Ou alors, c'est qu'il faut vraiment que les économistes et les stratèges de marché modifient beaucoup leurs prévisions de croissance. Parce que pour le moment, on reste sur une prévision aux alentours de 3,5% pour cette année aux États-Unis, aux alentours de 2,5% l'année prochaine. Et si on en croit l'indication que donne le 20 ans ou le 30 ans américain, le 2,5% est quelque chose d'un petit peu normé sur le long terme. Donc, est-ce qu'on va passer en négatif? Moi, je Pour crois vous, pas. cette inversion de la courbe US, dans ce cas précis, elle est plus le reflet, par exemple, du changement de pied des banques centrales, forcé par la crise Covid, les conséquences de la crise Covid, la crise russe. Elles n'ont pas pu réagir. Elles n'ont pas pu réagir, ou elles n'ont pas voulu réagir à temps l'année dernière. Et donc, effectivement, elles font un rattrapage. Donc, le marché s'ajuste et se rend compte qu'effectivement, sur la partie la plus courte de la courbe, il faut corriger et se dire qu'effectivement, on va avoir une remontée des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet de la courbe des taux américaine et de son inversion, enfin, ou de son début d'inversion aujourd'hui, Sébastien, et qui est le plus fiable pour prédire les récessions? Est-ce que c'est la courbe des taux ou est-ce que ce sont les économistes et les prévisionnistes? Ça dépend. Les prévisionnistes ou les économistes se trompent beaucoup. La courbe de taux, moins.
Alors, maintenant, c'est déjà un premier point de... Comme l'a dit Vincent, il se trouve que cet outil, dans la cohérence ou l'explication de pourquoi il anticipe une récession, n'est pas trivial. En revanche, ça marche. Il y a des choses qui marchent, mais on ne sait pas tellement bien l'expliquer. On ne sait pas trop le lien de cause à effet, mais il y a une corrélation historique entre l'inversion et l'arrivée d'une récession dans les mois, trimestres qui suivent. Alors, la façon la plus triviale de le voir, c'est que pour une banque, par exemple, qui doit faire de la transformation, elle va s'endetter à court terme pour prêter à long terme, le fait que les taux longs deviennent plus bas, évidemment, c'est moins sympathique pour financer des projets à long terme si on doit se financer plus cher. Et donc, c'est un élément de contrainte du crédit et donc ça va ralentir l'activité. Mais dans le cas précis, ce que je pense le plus intéressant, je pense que donc il faut le regarder avec attention et on regarde souvent le 2 ans et le 10 ans, la différence entre 10 ans et le 2 ans. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est un phénomène de marché qu'on constate et qui est lié à la politique monétaire. Alors, est-ce que la Fed est en retard ou pas en retard? Aujourd'hui, c'est un des débats. À mon avis, elle est en retard. Elle était en retard. Powell n'a pas voulu le reconnaître, tout en disant que s'il avait su avant que l'inflation allait être si élevée, il aurait fait plus. Donc, au total, il avoue qu'il est en retard. Mais le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'en pense le marché. Et ça fait 10 ans, peut-être plus, que le marché pense que les taux d'intérêt, dont les taux d'intérêt réels, doivent rester négatifs. Pour faire de la croissance, pour éviter des problèmes financiers, parce qu'on a beaucoup de dettes dans notre système. Et aujourd'hui, on se trouve dans cette situation, depuis, on le citait pour même l'Europe aujourd'hui, des chiffres d'inflation qu'on n'avait pas vus depuis les années 80. Et les banques centrales se retrouvent, et des gens qui n'ont jamais été confrontés à ça, à faire est-ce que cette inflation est une inflation pérenne, pas transitoire ou pas. Ce débat, aujourd'hui, la messe est plus ou moins dite, en tous les cas par les banquiers centraux, il faut s'attaquer à ce sujet. Et le marché court derrière à ce qu'on va appeler le taux terminal, c'est-à-dire quand doit s'arrêter la Fed. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller à 3%, voire davantage, pour arrêter les spirales inflationnistes? Et ça, il y a un grand débat. C'est-à-dire que si on part supposer qu'on ne peut pas aller plus haut parce que sinon on va en déflation, surtout quand on n'a pas beaucoup de munitions pour traiter une récession. Mais bon, si on amène les taux, on arrive à amener les taux très hauts, ce sera le cas. Et le marché court après ce taux terminal. Nous, nos calculs, c'était il y a encore 3 mois, le taux terminal, c'était 1,5. La Fed s'arrêtait à 1,5. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 2. Et le marché continue à pricer ça. Aujourd'hui, l'inversion a fait que, parce que le prix du pétrole a baissé, le 10 ans a baissé. Il y a une relation, encore un truc un peu mystérieux. Pourquoi le prix du pétrole aujourd'hui affecte le très long terme sur l'inflation? C'est un des mystères, c'est comme ça, sur la construction des anticipations des agents, des opérateurs de marché. Et donc aujourd'hui, la probabilité que la Fed puisse aller ou doive aller beaucoup plus haut n'est pas quelque chose de très ancré dans le marché. Et donc, dans ce sens, on se dit peut-être que cette inversion qu'on voit aujourd'hui est fausse, parce que la Fed doit aller beaucoup plus loin pour calmer cette inflation. Et de fait, ce que nous dit Powell, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire se dire, voilà, moi je vais taper, ça va faire un peu moins de croissance, le chômage va augmenter, mais je vais assurer le fameux soft landing, c'est atterrissage en douceur. L'histoire nous dit que on n'a jamais vu que le taux de chômage augmente. Et de fait, donc, il y a un indicateur, on en parlait juste avant antenne, développé il n'y a pas si longtemps par une économiste de la Fed, Madame Claudia Sam. Et qui est suivie sur Twitter, qui est une ancienne économiste de la Fed. Exactement. Et donc, qui a été longtemps économiste de la Fed. Elle a développé un outil assez simple, et elle a vu que quand le taux de chômage, à partir du point bas de 12 derniers mois, augmenté de 0,5 points, la probabilité de récession était très élevée. Wow. Donc l'idée que la Fed peut monter les taux et ajuster tout ça, et faire que le marché de l'emploi, qui est aujourd'hui très chaud aux US, puisse se calmer sans provoquer une récession, et encore une fois, un animal qu'on n'a jamais vu. Donc c'est normal que les gens s'inquiètent. Donc aujourd'hui, à très court terme, le taux de chômage, là où il est, vous parliez également des chiffres d'emploi, ils sont très porteurs. L'économie américaine se porte de façon est très solide. Il n'empêche que ce choc inflationniste va coûter en croissance. Tout le monde a révisé sa croissance à la baisse. Elle reste présente.
c'est une des raisons pourquoi les gens prennent encore du risque, parce que les taux réels restent très faibles. Et le TINA, il n'y a pas d'alternative, on va chercher du risque. Bon, on verra si ce TINA est un bon TINA ou un TINA à manier avec prudence, le genre de réflexe sur les marchés actions, effectivement, qui ont effacé déjà la guerre en quelques semaines. Sur l'inversion de la courbe des taux, Thibault, vous venez du monde obligataire, alors on a dit déjà beaucoup de choses. Quand j'étais jeune. Quand vous étiez jeune, en réalité, moi, je suis toujours mal à l'aise avec ça parce que je pense qu'on est dans des situations inconnues. On est en terrain incognita depuis maintenant assez longtemps. Et on essaie de calquer des vieilles recettes parce qu'on est perdu. Donc cette fois, c'est différent. On a eu 2008 et on nous a dit après, la prochaine crise sera financière. Puis en fait, on n'a pas eu de crise financière, on est l'explosion de la zone euro, puis on nous a dit, dans 3 ans, on parle de Frexit, de Grexit, de tout ça. Et puis il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Puis on a une pandémie, et on nous a dit, la prochaine crise, ça sera une pandémie. Tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que la crise de 2008, elle est inconnue, elle est singulière. La crise de la zone euro, c'est pas si mal fini, mais elle aurait pu très mal finir. Elle était totalement singulière. La crise du Covid est singulière. Et du coup, on veut se rattacher à des choses. Et je pense que les choses ne sont pas comparables. Pas plus en 2018 qu'avec 2008, qu'avec 2012, qu'avec 2020, qu'avec 2022. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire qu'effectivement, le cycle, c'est qu'on est sur des sinusoïdes partout. En l'occurrence, à mon sens, des sinusoïdes descendantes sur l'inflation, sur la croissance. Il y a une seule chose, c'est la baisse de la natalité, qui fournit des rapports d'offres et de demande qui sont en faveur d'une baisse de la croissance, qui sont en faveur d'une baisse de l'inflation, puisque la demande est limitée, mais toujours sinusoïdale. Et donc, à un moment, on aura toujours des hausses de taux suivies de baisses de taux. Quand on a une hausse de taux, elle est toujours suivie d'une baisse de taux. Donc il y a toujours un moment où les taux à long terme sont plus bas que les taux à court terme, donc que la courbe s'inverse. Évidemment qu'en général, comme on a une récession tous les 3, 4, 5 ans, quand ça commence à monter, on sait que d'ici quelques années, on aura une récession, donc la courbe s'inverse. Toute la question étant de savoir en fait où est la poule, où est l'œuf. Est-ce qu'on a des risques de récession, donc la courbe s'inverse, ou est-ce que la courbe s'inverse nous prévient un truc qu'on n'a pas du tout vu venir ? Aujourd'hui, clairement, avec une guerre en cours, etc., l'idée qu'on puisse avoir une récession au moins technique, avec en plus, je vous rappelle, quand on a une croissance qui est à 5, arriver à faire 0 sur 6 mois, c'est rare. Quand on a en Europe une croissance qui est à 0,5 ou à 1, avoir 2 trimestres négatifs, c'est une probabilité très élevée. Donc en réalité, je crois que tout ça n'est pas forcément très clair. Et aujourd'hui, je pense surtout que les choses ne sont pas dans les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios où la guerre se durcit, s'enlise des scénarios de rupture, et on va se prendre une vraie récession. Et à mon avis, les taux vont jamais monter aussi haut parce que on va se dire tiens, comme il y a une récession, la demande en matières premières s'effondre au moment où, comme d'habitude, les États-Unis produisent plus de pétrole et on fait un squeeze et au final il n'y a plus d'inflation. On peut avoir un scénario où ça repart très fort, où tout le monde reconsomme, où le Covid disparaît, c'est possible, et du coup la Chine reproduit et tout ça se règle de manière positive, ou d'autres scénarios de crise qu'on ne voit pas venir car on ne voit jamais venir les crises. Et je crois que dans ce cadre-là, dire que la courbe des taux nous dit un truc, c'est sympathique, mais c'est plus, à mon avis, le gérant qui veut se raccrocher à des signaux dont il a l'habitude qu'une analyse de la situation. Ce que vous dites, c'est que oui, dans le contexte actuel, ça n'apprend rien de nouveau aux investisseurs qui ont déjà les yeux rivés sur des risques multiples et multidimensionnels permanents. Ça apprend quand on monte les taux, en général, au bout d'un moment, on les rebaisse, ce qui est intéressant, mais globalement, n'est pas une news incroyable dans son contenu. Qu'est-ce qui est pricé dans les marchés actions, là, justement, pour poursuivre la discussion, Vincent, ça reste pour moi impressionnant, et pourtant on a vu passer quelques crises, et on a l'habitude de voir les marchés dans une fonction d'anticipation, regarder à travers, se projeter, etc. Là, c'est vrai que de voir le CAC revenu à 6008 hier, effaçant donc les pertes subies après le déclenchement de la crise ukrainienne, de la crise russe, 24 février dernier, tous les indices actions majeurs sont revenus sur les niveaux qui prévalaient avant la guerre. Qu'est-ce qui est pricé à ce stade ? Est-ce qu'on est attentif à des scénarios de rupture qui sont encore possibles devant nous ? Comment vous regardez les niveaux de marché aujourd'hui ? Alors, je pense qu'on reste avant tout sur une problématique de flux, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Avec une inflation pareille, vous ne pouvez pas investir sur des obligations parce que vous perdez 5-6% de pouvoir d'achat direct. Donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller sur d'autres classes d'actifs. Ça, c'est la première des réponses. Donc, obligatoirement, vous allez vers les matières premières, vous allez vers les obligations indexées sur l'inflation, vous allez sur les actions. Parce que les actions, au moins, vous pouvez passer des hausses de prix. Donc, à un moment, pour moi, les actions, c'est la classe d'actifs naturelle dans ce genre de circonstances. Ensuite, qu'est-ce qui est pricé ? Est-ce que la guerre en question et l'hyperinflation qu'on a à la fois du côté de la hausse des tarifs qu'on fait passer et les coûts qu'on subit, est-ce que tout ça est déjà dans les cours ? La réponse est absolument non. Pour moi, c'est évident que non. Quand je regarde le consensus Bloomberg pour l'Europe, on est encore sur une prévision de croissance des ventes ça doit être du 7% et 8% sur les bénéfices. Donc
c'est ridicule. On était un point au-dessus en tout début d'année. Donc on n'a absolument pas révisé. Donc comme d'habitude, on a des grosses révisions qui se font d'abord au niveau de la macro et ensuite, et seulement quand les analystes ont fait les rendez-vous avec les entreprises ou ont eu les publications de résultats, on fait les révisions. Donc pour moi, c'est clair que... c'est un indicateur retardé, très retardé. Ce travail de nettoyage, pour moi, il n'est absolument pas fait. Est-ce que les allocations du marché sont pour autant cohérentes ? Quand je regarde se rapatrier sur les États-Unis, qui sont producteurs d'armement, qui sont producteurs de matières premières, qui sont loin du conflit, donc qui auront de l'inflation, mais par contre pas de pénurie physique pour accéder aux matières premières, moi ça me paraît logique. Donc de voir les États-Unis surperformer, ça me paraît tout à fait normal. De voir l'Europe sous-performer, ça me paraît normal. De voir les marchés émergents sous-performer dans ce genre de contexte, pour moi là aussi c'est cohérent. De voir que les cycliques cycliques ou value sont en train de perdre de l'élan, qu'elles avaient en tout début d'année et que désormais on est de nouveau plutôt à rechercher les sociétés qui ont du pricing power, les sociétés de technologie qui ont peu de matières premières dans leurs entrants, mais essentiellement des coûts de salariaux. Pour moi, c'est tout à fait logique. Donc, pour moi, le marché fait son travail en termes de structuration. Par contre, en termes de valorisation, où est-ce qu'il faut placer le curseur ? Moi, j'ai pas de réponse. Ma réponse, c'est une question de flux avant tout. Et les flux, pour le moment, on n'a toujours pas nettoyé l'ampleur des capitaux qu'on a injectés avec la Covid. Voilà, donc pour moi, le sujet, il est là. Je peux juste rajouter une chose. Je voudrais quand même rappeler que les prévisions d'analyse, ça reste un peu ajouter des choux et des carottes, donc il va falloir s'en méfier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont très fortement révisé les marges et les chiffres d'affaires chez les producteurs de matières premières, qui les ont effondrés dans des secteurs comme par exemple l'automobile, où on va avoir moins de marge et moins de prix. Et ça peut donner quelque chose qui, d'un point de vue consensuel, est flat, à condition d'avoir un portefeuille 100% équilibré, ce qui n'est jamais le cas. Donc c'est vrai que de toute façon, il faut malheureusement rentrer un peu dans le détail, prendre un peu de temps pour aller voir société par société, thème par thème, secteur par secteur où on en est, parce que la vision très agglomérée est très inopérante dans ce genre de marché, où il y en a dans tous les sens en fonction des secteurs. Et c'est vrai qu'on est obligé d'aller dans cette finesse-là. C'est bien le job des analystes d'aller dans le détail du dossier par dossier. Regardez, quand on fait une analyse sur le marché global, de ça ou ça, en fait, ça peut bouger énormément et que la somme soit nulle, sauf qu'en fait, c'est plus du tout les mêmes sociétés. Et donc, sur votre portefeuille, si vous êtes très cyclique auto, vous êtes explosé. Si vous êtes très matière première, pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il faut malheureusement parfois rentrer un peu plus dans le détail que les visions de consensus qui disent pas grand-chose. Et il va y avoir des informations sur les couvertures de matières premières, les couvertures de devises ou des choses comme ça. Et là, on parle de l'inflation de l'an passé, enfin de la hausse des matières premières de l'an passé qui était couverte par les entreprises. Bien sûr, mais si vous avez des couvertures sur les matières premières, elles durent combien de temps ? Ça aussi, c'est des informations qui sont très importantes pour savoir à partir de quand, de nouveau, on se prend plein pot le cours réel des marchés sur les matières premières. À propos de flux, Vincent, et vu qu'on approche de la fin du premier trimestre, demain, 31 mars, pour des portefeuilles balancés, équilibrés, comme on dit, obligue action, le fait qu'on a eu une correction inédite, sans précédent du marché obligataire là, sur ces 3 premiers mois de l'année, est-ce que ça implique des effets de rebalancement importants et des impacts de marché importants ? Alors, si vous regardez ça sur le trimestre, dans la mesure où les actions et les obligations ont toutes les deux baissé, oui, il faut remettre un petit peu d'obligations de façon mécanique, parce qu'en fait, les obligations ont perdu plus que les actions, paradoxalement. Mais bon, je dirais que ce qui valide l'idée qu'il faut être action. Exactement. En relatif. Si vous regardez ça juste sur le mois, là par contre, il faut rebaisser de façon significative votre exposition action pour remettre des obligations. Donc oui, il y a des gesticulations. Donc on va avoir des investisseurs là racheter des taux, enfin racheter de l'obligataire. Pour des raisons purement techniques, c'est-à-dire que si vous étiez à 50-50, votre portefeuille s'est déformé à toute vitesse. Pour être concret, nous on a été obligé de faire un rebalancement. Alors ça a été le hasard le plus complet, c'était le 8 mars, donc c'était le point bas. Simplement parce que nos portefeuilles se sont énormément déformés sur les 2 premiers mois de l'année et qu'on se retrouvait à avoir une sous-pondération par rapport à ce qui était logique d'avoir en action. Donc on a été obligé de rebalancer. En l'espace de 15 jours, sur nos portefeuilles, on a eu une remontée de poids de 2% des actions
Ce qui est colossal, Ouais. absolument colossal. Et on a été obligé de rebalancer une nouvelle fois. Donc en clair, on a acheté, on a eu du bol, c'était au plus bas, et on a été obligé de rebalancer une nouvelle fois dans l'autre sens, c'est-à-dire de revendre de nouveau des actions, donc prendre des bénéfices sur ce qu'on avait acheté en bas. Très bien. Au final, pour faire quoi? Pour racheter de nouveau des obligations qui... On n'est pas forcément à l'aise sur ce thème, mais notre mode de gestion nous pousse à quand même, une fois de temps en temps, revenir sur cette classe d'actifs. Sur la classe d'actifs actions, Sébastien, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que, je sais pas, est-ce que le rationnel de la remontée des indices actions est solide? Est-ce que l'espoir est une bonne stratégie? L'espoir est toujours une bonne stratégie. Ah bon Mais je vais revenir à ce que disait Thibault. En fait, on a un choc qui est absolument inédit. Tout le monde le dit, mais sur le marché, ça se voit. C'est-à-dire, première guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire européen. Et évidemment, la dislocation que ça crée sur les matières premières est énorme. C'est-à-dire que la possibilité, aujourd'hui, les Allemands disaient, attention, la possibilité qu'on n'ait pas de gaz est réelle. Donc, ils ont déclenché le plan d'urgence. Voilà, Oui, et donc, s'ajuster... Comment a réagi le marché? Vincent a raison. Le marché est allé chercher ce qui était évident déjà, s'exposer aux matières premières. Donc, sur la dernière semaine, le pétrole est baissant, les matières premières toute la partie énergie a baissé, mais c'est un des meilleurs performeurs depuis cette crise parce qu'elle est là. Donc il y a une lecture qui est assez étroite qu'il faut faire sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il est évident que tant qu'on n'est pas sorti, parier sur les matières premières encore reste de mise, quels que soient les valos, etc. C'est là-dessus que va se déplacer le curseur. Alors, maintenant, quand on regarde les grands dynamiques, nous-mêmes, on les voit. La value, sur 2 ans, à peu près fait comme la croissance, à voir un petit peu mieux. Et on sait pourquoi. La reprise a été très forte. Toutes les parties cycliques ont remonté. Les banques ont bénéficié maintenant et continuent de bénéficier de la hausse des taux d'intérêt. Donc, tout ça paraît normal. Maintenant, quand on essaie de se déplacer, on parlait de récession, etc., c'est beaucoup plus difficile. C'est sûr, c'est plus difficile. Alors, nous, on n'est pas contraints. On a quelques clients qui nous imposent des contraintes de pondération prédéfinies sur un profil de risque ou de tracking erreur dans le jargon technique dans laquelle on est contraint. Donc dès qu'il y a quelque chose qui déplace de trop, on rachète. Si on n'est pas contraint, évidemment, ne pas avoir de taux, Vincent et Thibault le disaient d'ailleurs, c'est la première des choses. L'inflation, pour tout le monde, c'est mauvais. Y compris pour les actions, sauf pour quelques boîtes qui ont vraiment du pricing power. Mais c'est quand même pire pour les obligations. Donc, acheter les obliges aujourd'hui, c'est très difficile. Et on a tourné la page, y compris sur le crédit. Sur le crédit, on voit bien que, certes, les spreads sont revenus, comme tout le risque est revenu sur la dernière semaine. Mais encore une fois, il y a à moins de réussir à jouer que le spread et ne pas tenir compte de l'effet duration, comme on dit, l'effet de hausse des taux, on est dans une situation de fragilité. Et plus on ira haut, Thibault ne pense pas qu'on ira haut, mais plus on ira haut, plus ça va faire mal. Et donc, tant qu'on ne s'est pas débarrassé de l'inflation, encore une fois, on disait 10% en Espagne. Aux États-Unis, on va atteindre des chiffres aussi énormes. Donc, on expolie l'heure entier qui veut détenir des obligations. Donc, c'est quelque chose qu'on se dit, évidemment, pour la gestion de mon risque, je dois faire... Mais à l'intérieur des actions, pour finir, ce que disait Thibault, on doit aller voir beaucoup plus en détail, de voir qui protège un portefeuille aujourd'hui. Si vous prenez l'industrie, moi j'allais sur les industriels parce qu'elles vont bénéficier d'investissements, etc. C'est plus un no-brainer. Il faut réfléchir. Vous prenez les Allemands, qui sont les meilleures boîtes industrielles, vous dites, merde, on se retrouve dans une situation où la crise énergétique peut les faire souffrir, le yen qui se déprécie, leurs concurrents japonais gagnent du terrain, bref. C'est pas simple, il faut aller dans le détail. Juste rapidement, Sébastien, le fait que l'inflation surprenne encore, on l'a vu avec les chiffres européens, on le verra avec les chiffres américains, etc. Enfin, est-ce qu'on arrive à avoir une idée un peu plus précise quand même du pic d'inflation au fur et à mesure qu'on encaisse les surprises après les surprises? Ou est-ce qu'on a abandonné l'idée de, je sais pas, de marquer un pic quelque part? Il faut choisir un scénario. Nous, on a choisi un scénario comme quoi cette crise allait s'arrêter plutôt tôt que tard. D'accord. Mais c'est une hypothèse. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le pic d'inflation arrivera encore dans 3 mois, 4 mois.
au plus tôt. Non, mais c'est pas une idée, hein. Mais il y a le scénario où ça s'enlise et le prix du pétrole va à 150, 180. c'est ça. Et là, on revoit tout, quoi. Et là, on revoit tout. Ouais. Bon, Thibault, alors sur les aspects de marché, et puis vous vouliez qu'on reparle du Covid, de la Covid. Oui, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Déjà, effectivement, pour savoir où s'arrête l'inflation, il faut 3 choses. La première, si possible, c'est avoir le numéro de Poutine. Ce qui est compliqué, et puis bon, vu qu'il n'y a pas forcément une fiabilité énorme dans ce qu'ils disent. Il faut le convaincre. En réalité, l'inflation, elle se joue là aujourd'hui. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième Même point, si l'inflation d'avant ne venait pas de Vladimir Poutine. oui, mais l'inflation d'avant, D'accord. elle pouvait se régler. Parce que l'inflation D'accord. d'avant, c'était du restockage dans une période C'était transitoire. consommation forte. Mais c'est toujours transitoire. Le problème, c'est qu'on ajoute des chocs transitoires les uns après les autres. Donc au bout d'un moment, ça en fait beaucoup d'un coup. La trame de fond, elle est toujours désinflationniste. Le problème, c'est que si on ajoute des problèmes de production, Covid en Chine, je vais y revenir, qu'on ajoute une surdemande aux États-Unis et qu'on rajoute enfin une indisponibilité des matières premières, on vient ajouter des chocs exogènes. C'est l'empilement des crises, là. D'accord. Pour Ok. autant, personne ne doute du fait que si le Covid devait disparaître, ce qui peut arriver aussi vite que c'est venu, et que la guerre se réglait, il n'y a pas trop de doute sur le fait que le pétrole et les surcoûts liés au transport rebaisseraient très vite. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Le seul sujet, c'est de savoir à quelle vitesse ça revient. Donc il faut, sur le numéro de Poutine, bon, Voilà, on n'a sur pas. la Russie, l'Ukraine, on va considérer que globalement, on n'y peut rien. Sur la relance cyclique, on voit bien que globalement, ça va s'affaisser tranquillement parce qu'on a eu simplement le retard de 2018, 2019, 2020 à combler et ça va naturellement se calmer. C'est-à-dire que si vous êtes dit, tiens, chez moi, c'était pas terrible, je vais le refaire quand vous avez les moyens parce que j'y ai passé longtemps, une fois que vous l'avez refait, vous ne le refaites pas tous les 6 mois. Donc globalement, voilà, cette partie-là, elle est déjà derrière nous. Et un partie qui reste, c'est les problèmes de chaîne d'approvisionnement en Chine. Et là, il y a un débat qui s'est ouvert qui est de dire, est-ce que la politique zéro Covid chinois n'est pas le problème? Est-ce que s'ils ne font pas sauter la politique zéro Covid, on n'est pas tranquille? Et ça me semble douteux. Ça me semble douteux parce que si vous regardez les chiffres, on a aujourd'hui à peu près 3000 décès par jour du Covid Dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que pour revenir à un nombre de décès aussi bas, il faut retourner au 28 mars 2020. C'est-à-dire il y a 2 ans, et c'est-à-dire avant tous les premiers confinements. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais eu aussi peu de décès Covid, alors qu'on a aujourd'hui 1,6 million de cas par jour, et qu'à l'époque, où certes on ne testait pas, on en avait 85 000. Donc on voit qu'on a un virus qui est de moins en moins létal, qui arrive à des taux de décès autour de 0,15 dans les pays développés, ce qui est quand même moins que la grippe. Et donc, on calque ça en disant les Chinois, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Ils nous plombent toutes les chaînes de production. Voilà. Sauf qu'on oublie que dans des zones qui ont double vaccination, triple vaccination, Pfizer, Moderna, ça se passe bien. Effectivement, on a une létalité qui est faible. Quand vous regardez les chiffres à Hong Kong, quand vous regardez les chiffres en Chine, s'ils étaient disponibles, d'où l'idée de regarder Hong Kong, vous voyez des létalités qui sont beaucoup plus fortes. Dans des zones en plus où les très âgés ne sont pas vaccinés, dans des zones où c'est du Sinovac qui est utilisé généralement, qui a une efficacité qui est quand même parfois assez théorique, et vous vous rendez compte que c'est probablement que si la Chine arrête sa politique zéro Covid, il est envisageable qu'il y ait des décès massifs. Il est question que la Chine arrête sa politique zéro Covid? En tout cas, il y a une mise en question de cette politique. Ouais. Certains espéraient qu'elle je pense atténue que cette politique. On est sans doute plus dans Et le vous dites ça, c'est un fantasme. Oui, Je d'accord. pense que c'est pas un fantasme, mais ça doit être couplé à une réflexion sur l'utilisation d'autres vaccinations, de vaccinations Pfizer ou autres, qui ait une efficacité plus importante. C'est-à-dire que la politique zéro Covid est pertinente, en tout cas compréhensible, à partir du moment où la vaccination ne donne pas une protection suffisante. Et on peut imaginer que Pékin, je ne sais pas, s'approvisionne en Pfizer ou en Moderna pour abandonner sa politique zéro Covid? En tout cas, à ce stade, abandonner une politique zéro Covid avec les taux de létalité avec la vaccination actuelle me paraît une hypothèse qui est peu réaliste et qui devrait se nourrir d'une disparition du virus, quelque part par cette usure que certains évoquent, plus que par une volonté politique, parce que, effectivement, quand on regarde les résultats à Hong Kong, on n'a pas tellement l'impression qu'on peut se permettre d'ouvrir les vannes dans des populations dont la vaccination n'est pas top. Donc ça veut dire qu'il va falloir soit qu'ils arrivent à améliorer cette couverture vaccinale et ses effets, soit que le virus finisse par disparaître, pour réussir à avoir ces derniers verrous un peu sur l'inflation avec la situation russo-ukrainienne, et qu'on puisse essayer de retrouver des déblocages. Tant que ce n'est pas le cas, ça va rester quelque chose de relativement compliqué, même s'il ne faut pas se mentir aujourd'hui, la patte la plus importante, c'est la Russie, ce qui montre qu'on pense qu'on a des problèmes jusqu'au jour où, quand on a des vrais problèmes, on se rend compte que les précédents étaient gérables, et les problèmes d'approvisionnement étaient gérables. Les problématiques, en revanche, sur le gaz et le pétrole sont à ce stade beaucoup plus contraignantes. Je vous rappelle, pour les auditeurs qui passent en tête, que la corrélation aujourd'hui est quand même à 95% entre l'alimentation et le pétrole. Donc il faut garder en tête que voilà. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour produire, il faut bien sûr, du carbone. Et que donc c'est je comprends. le pétrole qui fixe beaucoup plus de coûts que ce qu'on pense. Et tant qu'on a cette situation de blocage ou de crainte sur le pétrole russe, l'inflation va rester très élevée. Donc voilà, surveillons ces 2 points
Et effectivement, essayons d'être compatibles avec des problématiques en choisissant des secteurs qui tiennent bien. En revanche, faire des prévisions, ça me semble nécessaire car c'est notre travail, mais objectivement, il faut être tout à fait humble sur ce qu'on peut sortir parce que ça dépend de forces qui nous dépassent fortement. Oui, je sens que vous êtes assez prudent sur l'espoir d'une amélioration sanitaire en Chine, ou en tout cas d'une amélioration de la politique sanitaire en Chine à court terme. Je suis en tout cas prudent sur ma capacité à prédire le moment où cette inflation va rebaisser car elle me paraît peu dépendre d'un certain nombre de sujets. Très confiant sur le fait que la démographie reste sur cette tendance très baissière qui fait que je ne serais pas étonné que même dans un an, avec en plus des effets de base énormes, on parle déjà plus de déflation que de niveau d'inflation très élevé. Dans un an, on parlera plus de déflation, de risque déflationniste que de risque inflationniste. Oui. Mais n'oublions pas que tout est aussi beaucoup effet de base. On se compare à des prix de matières premières extrêmement bas. Dans un an, on se comparera à des effets de matières premières très hauts. Si par hasard les solutions se sont décantées, ça pourrait être une histoire très différente. Donc ne tirons pas des plans sur la comète trop longs sur des situations qui peuvent bouger de manière très rapide. Ça peut bouger aussi vite, Sébastien ? Moi, je ne suis pas d'accord avec Thibault. Sur le départ. En revanche, je suis d'accord avec lui sur la Chine. Sur la Chine, je suis d'accord avec lui. On n'en sait rien. Il y a beaucoup de déclarations. Il le disait, les taux de vaccination sont trop faibles en Chine. Et on voit bien que c'est le seul antidote. Le problème, c'est que ça prend du temps. Les Chinois sont rapides quand ils s'engagent quelque part. Il a tout à fait raison. Ils peuvent s'engager très vite et vacciner toutes les personnes de plus de 80 ans. Il y a 40% seulement, on en discutait tout à l'heure, qui sont vaccinés. C'est-à-dire que et nous, c'est 100%. Donc, oui, la qualité du vaccin compte aussi visiblement. La qualité compte, donc c'est pour ça qu'ils vont peut-être du ARN, ils vont l'adopter. Peut-être, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Pour l'instant, il y a du blocage et ça va entraîner des prix plus élevés. Donc la Chine contribue, avec la Russie, avec les problèmes de matière, à monter les prix. Non, mais plus fondamentalement, l'idée que, ce que vous disiez, est-ce que l'inflation est transitoire, pas transitoire ? Je pense que la messe est dite, elle n'est pas transitoire. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait l'inflation ? Et donc, depuis des années, on s'est habitué, et il y avait plein de raisons de le justifier, que l'inflation vient que de l'économie réelle, et la politique monétaire, la quantité d'argent qu'on met dans le système ne sert à rien. En fait, le permet de faire des bulles, ou d'augmenter les dettes, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé avec le traitement de la crise. Et commençons par l'Europe. Les inflations qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'aliments. Il n'empêche qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne voit pas encore sur les salaires. Il y a des négociations gentilles encore en Allemagne. Oui. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Et donc, la question, est-ce que, avec ce cordon ombilical qu'on a créé entre banque centrale et État, disons, gouvernement, qui dépensent plus, donc qui transmettent l'impulsion monétaire à l'économie, avec la dette qu'on a, avec la dépense. Il faut bien voir, l'économie américaine est en surchauffe, brutale aujourd'hui. C'était l'objectif. Et c'était l'objectif. Oui. Mais c'était l'idée des banquiers centraux qui disaient, c'est pas grave. De toute façon, nous, on montrera les taux, qu'on vraiment sera un super surchauffe, parce que c'est pas la peine. Parce que, comme dit Théo, tout ça va revenir. Et ça va revenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en panique, peut-être à la Fed, mais ils se disent, non, c'est pas vrai. Il va falloir taper peut-être fort, trop fort, d'où les histoires de récession. Vous êtes convaincu qu'ils ne croient plus que l'inflation est transitoire ? Non, mais moi, je suis certain. Et aujourd'hui, c'est pour ça ce mode de panique. Il faudra qu'à un moment donné, ça s'apaise. Mais encore une fois, c'est réfléchir à la complexité du monde où l'on est. Là-dessus, je suis d'accord avec Thibault. Mais le fait de se dire que, parce qu'on vient de passer 10 ans de déflation avec des très mauvaises politiques en Europe, nous, on a créé notre propre déflation. Et aujourd'hui, on a l'air d'en sortir. Forcément, se dire que peut-être, au moins, la politique monétaire doit jouer un rôle et doit éviter de continuer à alimenter avec ces tombereaux de liquidités le système. Et comment on va sortir de cette crise ? Espérons qu'on va bien sortir. N'empêche, pour l'instant, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on continue à dire les taux réels restent très faibles. Et c'est vrai que le TINA, le fait d'aller chercher des boîtes, et là, encore une fois, Thibault a raison, il faut aller regarder les entreprises qui a du pricing power dans ce monde compliqué, et qui peut encore faire un peu de levier pour transformer ça en croissance de façon saine. Ça fait sens dans des taux réels qui sont toujours négatifs. Donc, moi, je pense que peut-être on se trompe et on a changé de régime et que les banques centrales doivent faire beaucoup plus, c'est-à-dire la monnaie compte. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte pour préserver le capital, voire apporter un peu de performance
aux actifs financiers, Vincent, en Ça l'occurrence. dépend de l'horizon d'investissement, Ouais. réponse Ouais. banale. Ça dépend du niveau de risque que vous voulez avoir et ça dépend de votre anticipation d'inflation. Non, mais Oui. Non, mais je vois que... Dur métier. Non, mais le sujet, il est là. Donc, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire si vous pensez qu'il y a une grosse partie de l'inflation actuelle qui est transitoire. Vous ne demandez pas à tous vos clients de savoir où est-ce qu'ils voient l'inflation. Non. Ouais. Non, mais je pense que la réponse, elle est assez simple. On a basculé de politique monétaire, entre guillemets, inefficace depuis 2008 à brutalement des interventions budgétaires. Et on voit bien que les interventions budgétaires, là, c'est l'économie réelle qui s'active et que derrière, il y a de l'inflation qui apparaît. Où est le curseur? Est-ce que c'est 1% de plus que ce qu'on avait avant Covid, 2%, j'en sais rien. Bon, mon pressentiment, c'est que c'est plutôt 1% de façon structurelle et que ça ira très bien et que ça sera gérable. Est-ce que les banques centrales vont taper de façon ultra agressive? Oui, je pense, parce que c'est dans leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, oui. Oui, voilà. Oui. Mais je pense qu'elles vont vite se calmer, parce que de toute façon, la priorité derrière, c'est quoi? C'est la santé, parce que la Covid vous a dit il faut investir dans la santé. C'est la défense. On a une guerre, c'est la transition énergétique, c'est la transition numérique. Donc c'est 4 plans d'investissement majeurs sur les prochaines décennies, et pour ça vous avez besoin d'avoir des taux d'intérêt bas. Et ça va créer de la croissance. Et ça, les États ne peuvent pas les faire tout seuls, ces plans d'investissement. On a besoin de partenariats avec les entreprises privées. Donc tout ça, pour moi, ça veut dire qu'on va avoir de la croissance sur de nombreuses années. Donc ma réponse est oui, on aura peut-être plus d'inflation, mais il faut avant tout aller chercher cette croissance. Si vous allez chercher cette croissance, c'est au travers des actions et vous aurez besoin des matières premières pour une partie de ces choses-là. Très clair. Bon, est-ce que sur le plan du stock picking, puisque chez Arbevel c'est quand même le job, Thibaut, est-ce qu'il y a déjà un marché d'opportunités stratégiques de long terme là, pour des boîtes, je sais pas, qui priceraient des environnements tellement adverses qu'on se dit à ce prix-là, sur 2, 3, 4, 5 ans, le marché j'y a vais un peu les yeux changé. fermés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 6 mois, enfin en gros avant octobre, le marché voyait de la croissance. En se disant qu'on est dans un monde justement où moi je reste sur cette idée démographique, une démographie qui s'écrase, c'est un monde sans croissance. Un monde sans croissance, pour gagner de l'argent, il faut être sur des sociétés qui créent leur croissance, donc souvent sur des nouveaux usages, donc de l'innovation, etc. Le marché était là-dessus. Ensuite, il s'est dit, tiens, les taux montent, maintenant je veux des sociétés pas chères. Parce que si les taux montent beaucoup, c'est un problème. Ce qui, à mon avis, est un peu pipeau, parce que souvent les sociétés de croissance ont des multiples élevés, mais qui en fait traduisent une très forte hausse des profits. Donc c'est pas parce que les multiples sont élevés sur les résultats 22 que sur les 24 ou 25, ils le sont encore. Ce qui reste un débat. Donc, il y a eu l'étape, maintenant on veut des valeurs pas très chères. Et puis, la nouvelle crise a changé la donne, puisqu'avec la Russie, les gens se sont dit, mais en fait, il faut peut-être déjà des sociétés qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire que dire, regardez, Renault, c'est 3 fois, ou... à un moment donné, il faut être sûr qu'il y ait des résultats à la fin de l'année. Et là, il y a un doute quand même. Parce que quand on n'arrive pas à produire et qu'on a des coûts qui augmentent, à un moment, c'est quand même un peu compliqué. Donc le marché est revenu sur l'idée, il faut des sociétés qui gagnent de l'argent. Là-dessus, il y a 2 thématiques qui sont les plus évidentes. La première, c'est effectivement les valeurs qui ont du pricing power et qui ont une demande structurelle. Le plus évident là-dedans étant les semi-conducteurs, qui est un secteur où la demande est très largement supérieure à l'offre. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on peut passer des hausses de prix, etc. Donc c'est un secteur qui est assez évident, qui a un des plus gros poids chez Financière Arbevel. Et puis le dernier poids, c'est simplement se dire que les crises sont des accélérateurs de tendances structurelles. Et donc quand vous avez une tendance structurelle qui matche une tendance conjoncturelle, eh bien vous avez sûrement quelque chose d'intéressant. Dans ce cadre-là, les valeurs vertes, la production d'énergie renouvelable, la décarbonation de l'économie, la smart grid. Il y a encore aujourd'hui une société comme Nordex dans les éoliennes qui prend 10%. Tout ça, c'est des choses où on a le sentiment d'avoir à la fois des valeurs qui ont beaucoup baissé, entre probablement une bulle en janvier 20 et aujourd'hui des niveaux assez déprimés, et un intérêt de court terme, un intérêt de long terme. On a eu effectivement Nordex, encore en Cavis aujourd'hui, qui publie des objectifs 2022 très au-dessus de ce qui était attendu, et le marché se rend compte que il y a un intérêt. Et là, en revanche, le sujet, et je reviens à ce que disait Vincent, c'est que c'est des sociétés où on a besoin de ressources de financement à des taux bas, ou d'allocation du capital favorable, taxonomie, etc. Parce que quand vous avez des cycles d'exploitation très longs, vous avez besoin d'avoir des taux bas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur l'armement, où quand vous avez un cycle de production extrêmement court, le taux de financement n'est pas une donnée majeure. Donc pour résumer, des convictions de long terme qui matchent du court terme aujourd'hui, que ce soit les semi-conducteurs ou que ce soit les valeurs dites vertes, c'est des choses qui nous semblent assez originales, mais simple par rapport à ce que le marché voulait. Oui, mais c'est bien. C'est logique par rapport à ce qu'il voulait il y a 2 ans. En revanche, sur les cycliques, il faut faire un peu gaffe parce qu'il y a beaucoup de choses pas très chères. Mais le pas très cher n'a de sens que quand on gagne de l'argent. Et tant qu'on a des perturbations,
Ouais. Après, on voit bien, le marché il est violent. Hier, vous parlez peut-être d'un. Ah oui, ça reprend 10, 12 d'un coup. Oui, bien sûr. Ah bah, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'il y a un vrai risque. Ouais. Peut-être que sur des valeurs vertes ou SMI, le risque est moins fort, donc c'est peut-être plus simple à jouer aujourd'hui pour quelqu'un qui a envie de mettre des billes dans un marché compliqué. Il faut qu'on s'arrête là, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat ce soir. Les invités de Planète Marché étaient avec nous en plateau. Je le rappelle, Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, Thibaut Prébet, DG adjoint de la financière Arbevel, et Sébastien Paris-Sorvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management.